Monsieur le Président, merci à vous, Mesdames et Messieurs, d'être présents cet après-midi et de m'avoir fait l'honneur et la confiance de me confier cette tâche ardue que de vous parler des crypto-monnaies. Mais surtout, vous m'avez donné l'occasion de satisfaire une envie que j'avais depuis longtemps, parce que depuis au moins 2 ans, voire 2 ans, je ne sais pas si c'était le cas déjà avant la pandémie, chaque semaine, nous nous croisons, puisque en sortant de mon cours, souvent avec du retard, je vois cette foule piaffée devant les portes, prête à rentrer pour écouter une conférence de haut niveau. Et nous nous croisons. Eh bien, aujourd'hui, on ne va pas se croiser, puisque je vais rester pendant cette heure ou 7h30 pour vous parler des crypto-monnaies. Alors, payer en monnaie sonnante et trébuchante, voilà bien une expression dépassée, pour ne pas dire surannée, car il y a bien longtemps que l'on a perdu, pour la plupart d'entre nous, l'habitude de payer par d'autres moyens qu'en monnaie sonnante et trébuchante. Aux pièces, on a d'abord substitué le papier, les billets, puis le chèque. Puis l'on a pris l'habitude de payer avec un petit morceau de plastique, soit que l'on a introduit dans un terminal, soit maintenant que l'on pose sur le terminal, avant, aujourd'hui, de payer. Et c'est mon cas, avec son téléphone. En termes plus juridiques, l'on a substitué de plus en plus à la monnaie fiduciaire, les pièces et les billets, d'abord la monnaie scripturale, celle inscrite en compte et que l'on s'échange par un jeu d'écriture, virement ou chèque, puis la monnaie électronique. Ce sont là des évolutions technologiques qui n'ont en soi rien de révolutionnaire, car ce sont les moyens de paiement qui ont évolué. Mais, quel que soit ce moyen, on continue à payer en euros. Que je sorte ma carte, que je libelle un chèque, ou que je tende mon téléphone pour opérer un paiement, je le ferai, ce paiement, en euros. Ce sont des euros que je vais transférer à mon créancier. La monnaie électronique, la monnaie scripturale ne sont que des substituts de la monnaie fiduciaire. De prime abord, on pourrait penser que l'arrivée de ce qu'il est convenu d'appeler les crypto-monnaies, et de la plus célèbre d'entre elles, le Bitcoin, s'inscrit dans ce mouvement de modernisation des moyens de paiement dont il ne serait qu'une étape supplémentaire. Rien de révolutionnaire. Ce serait se tromper, et se tromper lourdement. Car avec les crypto-actifs, dont on ne sait à ce stade s'il est judicieux ou non de les appeler des crypto-monnaies, on entre dans une nouvelle ère, on entre dans une nouvelle dimension dont il est aujourd'hui, et je l'avoue, en ce qui me concerne, très difficile de mesurer quel en sera l'impact et quelles sont les transformations sociétales qu'elle va engendrer. Cette perspective d'évolution est vertigineuse et troublante. Vertigineuse car elle s'inscrit plus globalement dans le contexte de l'avènement de l'ère numérique. Nous sommes juste aux prémices de celle-ci, l'ère numérique qui va, demain, qu'on le veuille ou non, changer fondamentalement les contours de notre société. Troublante, car elle remet en cause, du moins,
ou est susceptible de remettre en cause certaines bases de notre système actuel. C'est un champ immense. C'est un champ immense de questions qui s'ouvrent devant nous et je n'aurai ni le temps, ni surtout la compétence cet après-midi pour aborder la question des cryptoactifs et des crypto-monnaies dans leur ensemble. Car une telle étude nécessiterait, pour être exhaustive, des compétences techniques et informatiques, des compétences en matière d'économie, des compétences, une approche éthique, une approche politique, voire philosophique. Compte tenu du temps qui nous est imparti, je limiterai donc mes propos doublement. D'une part, je n'aborderai la question que de mon point de vue, modeste point de vue de juriste, et je ne m'aventurerai que précautionneusement sur le terrain technique, mais une telle incursion est toutefois indispensable pour comprendre ce qu'est un cryptoactif et donc une crypto-monnaie. Donc il y aura des développements techniques, je vous préviens à l'avance. D'autre part, je me limiterai à une seule problématique. Je vous l'ai dit, les cryptoactifs et les crypto-monnaies engendrent un éventail extrêmement large de questions philosophiques, éthiques, etc. Je me limiterai à une seule problématique qui a, selon moi, le mérite quand même de nous donner une certaine vision globale des enjeux et de la question. Cette problématique étant, peut-on concrètement, aujourd'hui, payer avec des crypto-monnaies et leur usage doit-il être régulé par les pouvoirs publics? Voilà, ce seront nos deux objectifs, nos deux questions cibles auxquelles nous allons tenter d'apporter quelques éléments de réponse. Alors, apporter des éléments de réponse, ça va être difficile, mais on va s'atteler à cette tâche, et répondre à cette problématique nécessite tout d'abord que l'on plante le décor, en revenant sur les fondamentaux. Il nous faudra, dans un premier temps, définir et décrire très concrètement ce qu'est une crypto-monnaie, avant, dans un second temps, de confronter cette notion de crypto-actif, crypto-monnaie, à celle de monnaie. Les crypto-monnaies sont-elles véritablement des monnaies? Ce qui nous permettra de répondre à la question que j'évoquais tout à l'heure, peut-on juridiquement et réellement payer? Donc, je suis juriste, privatiste, nous avons été élevés, biberonnés, conditionnés, formatés sur le modèle du plan en deux parties. Malgré mon côté déglingos révolutionnaire, je ne dérogerai pas à cette tradition universitaire, donc je vous propose un plan en deux parties. Première partie, les cryptoactifs Quesaco. Nous allons essayer de comprendre et de décrire concrètement ce qu'il y a derrière cette notion, avant de répondre à la question que j'évoquais, ces cryptoactifs, ces crypto-monnaies, sont-elles véritablement de la monnaie? Alors, mon but, avec cette feuille de route cet après-midi, mon but est de faire en sorte que chacun d'entre vous, quel que soit son niveau de connaissance et de compétence en matière informatique et de réseau, puisse quand même avoir une idée suffisamment claire, suffisamment globale de la question et de ce qu'est une crypto-monnaie et de ses enjeux, notamment juridiques. Donc, je vais tenter de m'adapter à l'auditoire, et mon objectif, grosso modo, vous l'aurez compris, c'est de vous faire une conférence dont le titre pourrait être « Les crypto-monnaies pour les nuls ». Alors, loin de moi l'idée de vous insulter, vous l'aurez bien compris, ne le prenez pas pour vous. Bien évidemment, je faisais ici référence à cette collection d'ouvrages de vulgarisation bien connue, le sujet for dummies, ça c'est en anglais, ou pour les nuls en français. Alors, attaquons tout de suite
embarquons-nous dans le monde merveilleux des réseaux, de l'informatique et du numérique pour envisager cette première question, les cryptoactifs, qu'est-ce que ça? De quoi parle-t-on concrètement? Alors, il est assez aisé de donner une définition de ce qu'est un cryptoactif ou une crypto-monnaie. De l'avis général, on définit les cryptoactifs ou les crypto-monnaies comme étant des formes d'actifs numériques basées sur la technologie de la cryptographie et utilisant des principes mathématiques et informatiques pour sécuriser les transactions, contrôler la création de nouvelles unités et vérifier la propriété des actifs. Le fonctionnement de base de ces crypto-monnaies repose sur une technologie appelée blockchain. Ça, c'est la définition. C'est bien, c'est assez facile de donner une définition. C'est autre chose, et là, comprendre. Nous sommes bien d'accord. Je suis à peu près au même niveau que vous à ce stade. Bon, pas excessivement parlant pour les spécialistes en matière informatique et numérique. Donc, cette définition nécessite quelques explications. Et je vais m'atteler à vous donner, à la mesure du possible, ces explications. Pour cela, je vais revenir sur 3 points, à savoir le contexte, la révolution digitale. Je reviendrai ensuite sur la notion fondamentale et indissociable, consubstantielle, ce sont 2 notions consubstantielles, crypto-monnaie et blockchain. Donc il faudra qu'on revienne sur cette notion de chaîne de blockchain. Et ensuite, je vous décrirai et fera un petit historique des principales crypto-monnaies que l'on connaît aujourd'hui, mais je me limiterai à 3, Bitcoin, Ether et les stablecoins. Premier point, pour remettre la question des cryptoactifs et des crypto-monnaies dans leur contexte, un petit point sur la révolution numérique. On l'a dit, les crypto-monnaies, les crypto-actifs sont des formes, et je reprends la définition, d'actifs numériques basés sur la technologie de cryptographie et qui utilisent des principes mathématiques et informatiques. Ainsi, elles sont caractéristiques, ces crypto-monnaies, de ce qu'il est convenu d'appeler la révolution digitale, la révolution numérique. Cette notion de révolution numérique ou digitale fait référence à la transformation, de façon beaucoup plus globale, vous l'aurez compris, à la transformation radicale de nos sociétés, résultant de l'adoption généralisée et de l'utilisation intensive des technologies numériques. Cette révolution, on n'en est qu'au début, a commencé à prendre de l'ampleur au cours des dernières années, des dernières décennies, et continue à avoir de plus en plus un impact significatif sur tous les aspects de nos vies, et ce à une vitesse phénoménale. Il y a 6 mois, qui connaissait ChatGPT? Personne. Et là, on nous dit ChatGPT, dans quelques semaines, quelques mois, va remplacer les journalistes, va remplacer un certain nombre de professions qui vont disparaître. Parce que ChatGPT apprend très vite. Très vite. La révolution digitale repose sur plusieurs piliers technologiques essentiels, tels que l'Internet à haut débit, qui a créé un monde interconnecté. Pourquoi ChatGPT se développe? Tout simplement, ChatGPT, c'est quelqu'un qui est capable, quand vous lui posez une question, de lire en une fraction de seconde tout ce qui a été écrit sur le sujet et qui se trouve sur la toile. C'est comme si quelqu'un était au même moment dans toutes les bibliothèques du monde et lisait en une fraction de seconde toute l'encyclopédie universaliste, etc. Ça, on ne peut pas le battre.
Et c'est l'Internet à haut débit. Toute cette masse d'informations connectées est mise à la disposition, alors, de nous, et surtout aujourd'hui, des algorithmes. Donc, l'Internet à haut débit qui a créé un monde interconnecté, les smartphones, les réseaux sociaux, le cloud computing, le nuage, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, le métaverse de demain, et bien évidemment les algorithmes. Ces technologies ont permis une connectivité accrue, une automatisation des processus, une collecte massive des données et une capacité accrue de traitement et d'analyse de l'information. Ça, c'est le contexte. Vous allez me dire, oui, ça, on le savait. Ce qu'il faut, et c'est ce que j'avais envie d'évoquer avec vous cet après-midi, très rapidement, parce que là, c'est vraiment le contexte. C'est source d'interrogation. Cette révolution numérique entraîne, quand on y réfléchit, une véritable révolution graphique. C'est ce que, et je vous l'ai mis ici, ce que démontrent deux auteurs, juristes pour l'un d'entre eux, Antoine Garapon, qu'on connaisse bien, et Jean Lassec, qui est un linguiste qui travaille au CNRS, qui ont fait la petite opus, au PUF, Justice digitale. L'enjeu de l'ouvrage, c'est de savoir si la fonction de juger peut être remplacée par un algorithme. Ça peut être un sujet de conférence. Est-ce que l'algorithme peut remplacer le juge? Et ça, c'est Antoine Garapon qui est surtout là-dessus, et Jean Lassec, lui, s'interroge sur cette révolution numérique et cette révolution graphique. Il vient de dire, attention, avec cette ère numérique, l'écriture alphabétique que nous connaissons va être bientôt concurrencée par l'écriture informatique. L'écriture informatique ou l'écriture numérique va remplacer l'écriture alphabétique, ce qui va avoir un certain nombre de conséquences extrêmement profondes. Au texte va se substituer un autre langage, le numérique ou l'informatique, fondé sur une transformation, et on le verra avec les crypto-monnaies, parce que c'est exactement ça, numérique des données à travers leur numérisation, leur traitement par une programmation, codage et algorithme, et ensuite leur traitement. Et certains n'hésitent pas à dire que ce langage sera celui de demain. Et que demain, ceux qui ne le connaîtront pas, codage, encodage, etc., codage informatique, encodage des données, etc., ceux qui ne le maîtriseront pas seront, dans nos sociétés, aussi analphabètes que le sont aujourd'hui les gens qui ne savent ni lire, ni écrire. Nous sommes tous ici des analphabètes de la société de demain. Juste à espérer que cette société arrive après notre grand départ. Enfin, c'est mon choix en ce qui me concerne. Hein. Voilà. La révolution numérique, on ne pressent pas, mais c'est véritablement révolutionnaire. Quand je vous disais que ce sont nos piliers de société qui vont être transformés, vous en avez ici un exemple. C'est dans ce contexte de révolution numérique et informatique que vont apparaître les crypto-actifs et leur binôme indissociable, les blockchains. Alors, accrochez-vous, rejoignez vos sièges, attachez vos ceintures, nous rentrons dans une zone de turbulence. Je ne suis pas sûr qu'à la sortie, j'ai tous les passagers dans la caravane, peut-être qu'ils partent par-dessus bord. Là, on rentre dans le dur technique. Bon. On ne peut pas comprendre, je suis désolé, mais je suis obligé de passer par là, on ne peut pas comprendre la notion de crypto-actif et de crypto-monnaie sans envisager la notion de blockchain. Et là aussi, ne nous y trompons pas, la blockchain est une révolution, elle aussi, majeure de l'informatique. Au même niveau, une avancée aussi comparable que celle de la création du web, de l'Internet. Vous voyez, c'est très très haut. Alors, là encore, selon la définition classique, hein, dans tous les bons ouvrages, les blockchains sont des technologies
de stockage et de transmission d'informations permettant la constitution de registres répliqués et distribués sans organe central de contrôle, sécurisés grâce à la cryptographie. Là, on voit se profiler crypto-monnaie et crypto-actifs, et structurés par des blocs liés les uns aux autres, des chaînes de blocs, blockchain, à intervalles de temps réguliers. On dit aussi que ce sont des DLT, en anglais, Distributed Ledger Technology, des technologies de registre distribué. Alors là encore cette définition mérite quelques explications. Alors, dire que ce sont des DLT, ça veut dire que les blockchains, toute blockchain, plusieurs, une blockchain, c'est une base de données, toute simple, une base de données, un registre informatique, réparti sur plusieurs ordinateurs qui sont liés les uns les autres par Internet en réseau. Et ces ordinateurs reliés les uns aux autres, simplement parce qu'ils sont sur Internet et qu'ils ont créé une connexion entre eux, forment ce qu'on appelle un nœud. Là, vous avez le petit schéma, tous ces ordinateurs qui sont liés tous les uns aux autres forment un nœud. Chaque nœud, donc chaque groupe d'ordinateurs reliés les uns aux autres, chaque nœud enregistre et met constamment à jour une copie du registre de la blockchain. C'est comme si vous aviez, la blockchain, un grand cahier sur lequel vous allez enregistrer les transactions, cahier qui est dupliqué en temps réel, en simultané, à plusieurs endroits à la fois, sur chaque ordinateur. Voilà, c'est ça. C'est un grand, vous imaginez un grand cahier. Alors, il faudrait s'imaginer que cette base de données, la blockchain, est une base de données extrêmement importante, nécessitant des capacités de stockage très importantes. Juste pour les connaisseurs, le registre, la base de données du Bitcoin, voilà, avec des centaines de milliers, pour ne pas dire des millions de transactions, elle pèse 360 gigaoctets. Vous allez à la FNAC, vous trouvez des disques durs externes, capacité 500. Mais maintenant, on en est à tétraoctet. Donc c'est tout petit. Et c'est sur les 360, ce registre, que l'on enregistre depuis 2009, toutes les transactions en Bitcoin, dupliquées sur tous les ordinateurs, des centaines de milliers d'ordinateurs, parce que le nœud de la Bitcoin est immense. Le nombre d'ordinateurs qui sont reliés est immense. Alors, ok, la blockchain, c'est ce grand cahier, cette base de données, ce registre qui se trouve sur tous ces ordinateurs à la fois. Très bien. Mais que trouve-t-on dans cette base de données? Qu'est-ce qu'on va inscrire sur ce grand cahier? Comme son nom l'indique, on va y inscrire des blocs. Alors, on parle de blocs, blockchain, on parle de blocs parce que l'une des particularités de ce registre est d'enregistrer les données, les transactions, les informations qu'on veut y faire figurer sur des blocs. Voilà, je vous ai montré le premier bloc de la Bitcoin qui a été miné. Des blocs qui contiennent une quantité limitée d'informations et qui sont construits que lorsqu'ils sont validés par la communauté des utilisateurs, tous les ordinateurs qui sont reliés. Alors, pour cet enregistrement, on en retrouve et on vient à la cryptographie. La technologie blockchain utilise un algorithme pour attribuer ce qu'on appelle en anglais un hash, H-A-S-H, c'est la technique du hashing, hachage, pour attribuer un hash cryptographique, c'est-à-dire une chaîne unique de lettres et de chiffres, qu'on appelle aussi l'empreinte numérique. Et là, j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, l'encodage. Le hachage, pour intégrer le bloc, c'est la traduction d'une réalité qui existe en un terme informatique, en une chaîne unique de lettres et de chiffres. Alors, je vous ai mis un petit exemple, par exemple.
souris, on le crypte en fonction de hachage et ça devient une série de lettres et de chiffres. La souris bleue passe par-dessus le. Eh bien, on va le crypter aussi avec le logiciel de crypto et on le traduit en langage informatique numérique. Chaque utilisateur de cette blockchain détient, ou un bloc, une clé publique qui lui sert d'identifiant et qui va, avec une clé privée, lui permettre de réaliser des opérations. Alors, vous dites, ouais, mais ça c'est très conceptuel. Concrètement, comment ça marche? Alors, prenons un exemple. Prenons un exemple pour la création d'un bloc sur la blockchain. Imaginons, deux personnes, alors qu'on va appeler, parce que c'est l'usage, enfin la communauté des crypto-actifs et crypto-monnaies de la blockchain. Pour les exemples, on utilise toujours les deux mêmes prénoms, Alice et Bob. Voilà, Alice et Bob. C'est universel, c'est international, c'est Alice et Bob. Alors, Alice veut transmettre un certain nombre de bitcoins, par exemple, à Bob. Ils vont soumettre à tous les participants de la blockchain, donc aux nœuds, leurs demandes respectives de transaction. Alice va dire, je veux transmettre 15 bitcoins à Bob, et Bob, je veux recevoir 15 bitcoins d'Alice. OK. Pour que cette transaction soit enregistrée sur la blockchain et soit réalisée, il va falloir la vérifier. Alors, les demandes d'opération, qui la rentrent sur informatique, sont mises en attente dans ce qu'on appelle le pool. Donc, une immense salle d'attente informatique où là, il y a la transaction potentielle d'Alice et Bob qui est là. La demande de transaction va ensuite être récupérée par un membre du réseau, un développeur ou un utilisateur, va être récupéré. Il dit, tiens, je vais prendre cette transaction pour la crypter et pour la transformer en un bloc. L'expression qu'on utilise à ce stade-là, vous avez peut-être entendu déjà, l'utilisateur va prendre cette transaction pour la miner. Il va miner un bloc. Il a été chercher la matière première, la transaction de Bob et Alice, et il dit, ok, celle-là je la prends et je vais miner. Alors, miner, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il la transforme en bloc et qu'il va soumettre ce bloc à la vérification de tous les utilisateurs du réseau. Et c'est seulement au moment de la création du bloc, lorsque le bloc aura été validé, il aura été miné, ensuite il aura été validé par tous les autres utilisateurs du réseau, que l'opération sera confirmée. Si on rentre un peu plus dans les détails, le mineur va agréger l'opération d'Alice et Bob dans un bloc. Alors, en fonction de la taille du bloc, il peut prendre cette transaction, plus quelques autres. Il peut mettre dans le même bloc plusieurs transactions. Tout dépendra de la taille du bloc. On verra que sur la blockchain, la taille est limitée à 1 méga. Sur d'autres blockchains, les blocs sont beaucoup plus grands. Il crypte et ensuite il soumet au réseau. Le réseau étudie la validité du bloc dans la forme, respect du protocole informatique, et dans le fond, validité des transactions saisies. Et là, on aboutit à l'algorithme de consensus qui va permettre de valider ou non le bloc. Si le bloc est validé, eh bien, il est rajouté à la chaîne, il est inscrit dans le grand cahier dont je vous parlais. Donc il est inscrit dans le registre, dans la base de données de tous les ordinateurs du réseau en même temps. Alors voilà
vous avez un exemple d'une blockchain. Donc ici, vous avez le bloc 90. Alors, on a une identification du bloc précédent. L'identification du bloc, vous la trouvez ici en bas. Et vous remarquerez que cette identification, c'est pour ça que c'est une chaîne, correspond à la première identification du bloc 91. Voilà. On trouve l'horodatage. Ce bloc a été créé le 11 avril 2018 à 8 heures. Le bloc 91 a été créé le 11 avril 2018 à 8h10. Alors pourquoi? Je vous l'expliquais tout à l'heure. C'est un bloc blockchain. Sur la blockchain Bitcoin, les blocs sont créés toutes les 10 minutes. 10 minutes en 10 minutes. Et au milieu, bah, vous avez les transactions. Donc là, X à Y, bah, c'est la transaction de Bob à Alice, qu'on avait vu tout à l'heure. Bon. Alors, ce qui est important, c'est de voir que dans cette blockchain, les blocs s'enchaînent les uns avec les autres. Et surtout, ce qui est très important à comprendre, notamment pour notre premier indice crypto-monnaie, c'est qu'une fois le bloc validé, son contenu, devient visible et est figé pour l'ensemble des détenteurs du registre. Il est inscrit sur le cahier. Je vous rappelle que ce cahier est dupliqué sur tous les ordinateurs du réseau. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les écritures enregistrées sur ce bloc, les écritures figurant dans la blockchain, sont ou deviennent inaltérables et infalsifiables. Elles sont publiques, elles sont inaltérables, infalsifiables. Et ça, c'est une des grandes forces de la blockchain. Alors, théoriquement, on pourrait se dire, on peut le falsifier, on peut changer. Et vous aurez compris que pour le faire, qu'est-ce qu'il faudrait? Que le hacker hack ou pirate tous les ordinateurs du réseau en même temps. Parce que le cahier, il est mis à jour constamment entre les ordinateurs du réseau. Donc plus vous avez un nœud important, plus vous avez d'ordinateurs, plus votre blockchain est inviolable, infalsifiable. Personne n'a la capacité de hacker tous les ordinateurs d'un réseau en même temps. Et en plus, ça se vérifie. Difficile, mais on dira pas totalement impossible. Le grand registre, le cahier, ne peut en théorie pas être modifié. Ce qui est inscrit demeure visible pour tous et pour toujours. Bon. Ah tiens, petit aparté. Quel paradoxe! Quel paradoxe! Jusqu'à présent, je vous parlais de crypto-actifs, de crypto-monnaies, de logiciels, de techniques fondées sur la cryptographie. Cryptographie, cryptos, ça veut dire caché. Or là, avec la blockchain, le principe, c'est la transparence. On a une technique basée sur la cryptographie, mais qui a pour objectif d'assurer une parfaite transparence, un parfait traçage de toutes les transactions qui y sont incluses. Ce qui est inscrit sur la blockchain est à la disposition de tout le monde. Le grand cahier est lisible par tout le monde. Voilà. Alors, tout à fait vrai, il y a toujours moyen de se cacher derrière les identifiants. Alors, qui sont les acteurs? Qui sont les acteurs de la blockchain? Alors, je vous l'ai dit, la blockchain est construite par des personnes qui, historiquement, sont appelées des mineurs. Ce sont nos fameux mineurs de fond. Mineurs qui mettent à contribution la puissance de leur ordinateur, la puissance de calcul de leur ordinateur, de leur équipement informatique, pour miner des blocs. Alors vous allez me dire, mais pourquoi font-ils ça?
Pourquoi? On dit, tiens, je vais aller prendre la transaction de Alice et Bob, là, et puis je vais la miner pour la mettre dans un bloc. Pour la beauté du geste? Eh non, bien sûr que non. Les mineurs sont récompensés pour leur activité de minage. Et ils sont récompensés sous quelle forme? Des crypto-actifs. Des crypto-monnaies. Je mine un bloc de la chaîne Bitcoin, je reçois 12,5 Bitcoin, plus un pourcentage sur le montant des transactions dans le bloc. Donc c'est assez incitatif. On verra quand on voit combien vaut un Bitcoin. Bon. Donc les mineurs ne font pas ça à l'œil, c'est moyennant rémunération. Et j'en viens à une troisième question. Ok, on a vu ce qu'était la blockchain, on a vu les acteurs. À quoi ça sert? Bien beau tout ça. Mais à quoi ça sert et en quoi cela serait-il susceptible de transformer notre paysage, notre société? Alors, historiquement, les blockchains se sont développés pour soutenir des transactions réalisées en crypto-monnaie. Bon, on s'échangeait des crypto-monnaies. Mais ça, c'est le b.a.-ba, ça n'a pas beaucoup d'impact. Aujourd'hui, et de plus en plus souvent, et c'est le cas avec la blockchain Ethereum, la blockchain va être utilisée pour automatiser carrément l'exécution de certains contrats. C'est ce que l'on appelle les smart contracts, les contrats intelligents. Ces contrats sont des programmes informatiques auto-exécutables qui facilitent, vérifient et exécutent automatiquement les termes et conditions prédéfinis de contrat lorsqu'un ensemble de conditions est rempli. Et ça, smart contract, c'est la révolution de demain. Je vais reprendre un exemple, vous allez comprendre. Retrouvons nos amis. Vous suivez, je ne vous ai pas perdu, malgré les turbulences, c'est rassurant. Alice et Bob. Alice est d'accord pour acheter la voiture de Bob et ils se mettent d'accord le montant, un bitcoin. Le bitcoin aujourd'hui est à 24 500 €. Ok. Eh bien, comment on fait? Pour être sûr de la transaction, option A, ils peuvent aller voir leur notaire pour avoir un acte authentique, infalsifiable, parce qu'il sera inscrit au rang d'une minute, etc., sûr. Mais il faut trouver le temps d'aller chez le notaire. Ça va coûter un bras. Les notaires sont bons, ils sont chers. Ça va faire la paperasse, etc. Ça, c'était l'option A, l'option d'aujourd'hui. Option 2, smart contract. Et puis là, une petite parenthèse, je ne suis pas sûr que le notaire puisse accepter de faire un acte de vente dont le prix serait libellé en bitcoin. Bon. Option 2, crypto-monnaie et smart contract. Qu'est-ce qu'on va faire? On va miner un bloc. On va miner un bloc dans lequel on va s'échanger. Donc, Alice et Bob vont s'échanger leurs clés. Il y a un mineur qui va miner le bloc. Et on va dire que grâce à la géolocalisation du véhicule, dès que le véhicule franchira le garage de... je ne sais plus qui a acheté Bob, qui achète le garage de Bob, le bitcoin qui était sur le compte d'Alice passera sur le compte de Bob. Le bloc est validé, il s'inscrit à la blockchain, on attend. Et là, il suffira de conduire la voiture dès qu'elle sera à l'emplacement de la maison d'Alice
paf, informatiquement, ça passera. Le contrat de demain, ça sera ça. N'est-ce pas? Analphabète. Lire et écrire, notaire, aujourd'hui. Demain. Langage informatique, codage, algorithme. Voilà. Et là, j'en avance, avec ce smart contract, la transaction, ici Bob, elle est publique. On en trouvera toujours trace. Elle sera infalsifiable. Elle a été vérifiée. Sécurité. Elle est aussi, elle confère une sécurité aussi grande que l'acte authentique du notaire. Aujourd'hui, il y a une réflexion très poussée chez le notariat, dans le notariat, pardon, par rapport au blockchain. Ils ont intérêt à s'approprier les blockchains s'ils ne veulent pas être remplacés demain sur cette fonction d'authenticité, de certitude, etc., par les blockchains. Donc là, ils sont en train de réfléchir. Alors, on le constate, la blockchain est véritablement une révolution, et ce, à plusieurs titres. Révolutionnaire, vous l'avez compris, au niveau de la rapidité, la validation d'un bloc et l'enregistrement de la transaction, bref, le minage, ne prend pour les transactions Bitcoin que quelques minutes. En Ethereum, c'est quelques secondes. Voilà. Révolutionnaire au niveau de la sécurité, la contrainte de validation par l'ensemble d'un nœud permet de se prémunir contre les risques de malveillance ou de détournement, puisque les nœuds surveillent le système et se contrôlent mutuellement. Alors, la sécurité, elle n'est pas sûre. Elle n'est pas assurée à 100%. Il y a un exemple à titre informatif, un exemple célèbre. En 2017, des hackers, des pirates informatiques, ont exploité une faille dans un smart contract de la chaîne Ethereum. Smart contract qui avait été mis en place pour faire du crowdfunding, donc recevoir des fonds en monnaie, donc en crypto-monnaie, afin de financer des projets. Ça avait été un grand succès. Ce smart contract, en quelques jours, avait récolté l'équivalent de 120 millions de dollars en monnaie Ether, en crypto-monnaie. Bon. Des petits malins l'ont hacké et sont repartis avec 50 millions. Donc là, un braquage numérique, premier braquage numérique. Et là, il y a une grande question qui s'est posée ensuite pour tous les membres du réseau. Et ça a donné lieu à ce qu'on appelle la fourchette dure, hard fork. La scission, c'est le schisme. Ils se sont dit, il y avait une faille. Qu'est-ce qu'on fait? Alors il y avait une partie des adhérents du réseau qui ont dit, on se met tous d'accord et on invalide la chaîne, la blockchain. On invalide. S'il y a le consensus de tout le monde, de tous les ordinateurs, on peut le faire. Tout le monde est d'accord. On l'invalide, on invalide les crypto-monnaies, donc les voleurs, leur crypto-monnaie est démonétisée. Bon. Et puis il y avait une autre faction qui a dit non, ils ont joué, ils ont gagné. Donc maintenant, à nous de colmater la faille. Et tant pis. Donc il y a eu ce grand débat, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça démontre bien que les blockchains, les crypto-monnaies ne sont pas à l'abri de piratage ou de piratage. Donc, en résumé, la blockchain est un outil puissant pour créer des systèmes décentralisés, sécurisés et transparents. Et c'est dans le cadre de cette blockchain que sont apparus, et j'en reviens à mon troisième point, et on va rentrer dans le vif du sujet, les crypto-monnaies. Bon. Vous vous souvenez, on mine et on reçoit sa crypto-monnaie.
Alors, c'est les bitcoins et autres crypto-actifs. Alors, aujourd'hui, beaucoup de crypto-actifs ou de crypto-monnaies existent. Il y en a plus de 600. À titre d'exemple, les cotations des principales, Bitcoin, Ethereum, Ripple, celle des banquiers, Litecoin, Cardano, IOTA. Il y en a à peu près 600. Alors, très nombreux, je me limiterai pour retracer un petit peu l'histoire et vous les décrire. Trois principales formes, Bitcoin, Ethereum, pour voir la différence entre les deux, et les stablecoins. Commençons, à tout seigneur, tout honneur, par le premier cryptoactif, la première crypto-monnaie, le Bitcoin, dont vous avez sans doute entendu parler. Maintenant, on va essayer de mettre une réalité derrière ce terme. Le Bitcoin est la première et la plus connue des crypto-monnaies. Sa naissance, hier. À l'échelle de l'évolution technologique, c'était hier. Oh, c'était même pas hier, c'était ce matin. Le 31 octobre 2008. Pratiquement 15 ans. 31 octobre 2008, pour être précis. Alors pourquoi cette date? Parce que c'est le 31 octobre 2008 qu'un certain Satoshi Nakamoto publie un livre blanc intitulé Bitcoin, un système de cash électronique pair-to-pair, peer-to-peer, pair à pair. Livre blanc qui va être une révolution. Alors, deux petits mots. Qui est ce Satoshi Nakamoto? Personne ne le sait. Personne ne le sait. C'est un pseudonyme et on ne sait pas qui se cache derrière Satoshi Nakamoto. Vous pourrez aller sur Internet, Google Satoshi Nakamoto. Là, vous verrez, il y a des sites qui sont dédiés uniquement à la recherche de l'identité. C'est un mystère aussi mystérieux que celui de Jacques Léventreur. Il y a autant d'enquêtes. Voilà. Qui est derrière? Alors, on ne sait pas si c'est une seule personne ou un groupe. On hésite. Tout ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un japonais. Parce qu'il n'a jamais écrit en japonais, et quand il écrit en British English. Or, les japonais sont plutôt sur l'American English, donc on dit c'est peut-être un britannique, peut-être un sud-africain. Vous verrez, il y a des listes de personnes dont on suppose que c'est Satoshi Nakamoto. Tout ce qu'on sait, c'est que Satoshi Nakamoto est aujourd'hui milliardaire. Voilà. Je ne sais pas qui c'est, mais il est milliardaire en Bitcoin. Alors, dans la foulée, 2009, début 2009, donc ça va aller très vite, Satoshi Nakamoto va diffuser son premier logiciel, Bitcoin, permettant des transactions directes entre les utilisateurs sans passer par une autorité centrale. Et les premières transactions ont lieu. Grand succès. Il faut dire que Satoshi Nakamoto a eu une nez creux. Livre blanc, souvenez-vous, 31 octobre 2008. Un mois et demi après, je ne sais pas si vous vous en souvenez, la faillite de Lehman Brothers. À une époque où les banquiers n'en menaient pas large, où les banquiers centraux n'en menaient pas large, et où on avait des grands doutes sur la solidité du système bancaire classique et international. Et là, il arrive à point. On pense qu'il avait déjà le truc en réserve et qu'il attendait le bon moment. Et là, il a vu le bon moment, parce que là, qu'est-ce qu'il vient de dire? Il vient de dire, je vous propose un système alternatif aux banques centrales, plus souple, plus sûr et plus rémunérateur. Rejoignez ma communauté. Pour lui,
son système de Bitcoin se voulait être l'antidote à un système bancaire centralisé et donc fragilisé, comme le démontrait la crise financière qui se réalisait. Il a fallu attendre toutefois quelques mois, voire quelques années pour que la première transaction en Bitcoin intervienne. Alors, pour la petite histoire, la première transaction, le premier achat en Bitcoin a eu lieu le 22 mai 2010. Alors ça, dans la communauté des geeks spécialisés dans les crypto-monnaies, c'est un grand jour. On fête chaque année le Bitcoin Pizza Day. On a fêté il n'y a pas si longtemps, le 22 mai dernier. Pourquoi? Parce que c'est ce 22 mai 2010 qu'un développeur, un certain Laszlo Hanchek, a décidé sur le forum des utilisateurs de Bitcoin, avait dit « Oh voilà, je veux bien échanger 10 000 Bitcoins contre 2 pizzas. » En disant « Je les aime avec beaucoup d'ironie, etc. » Et il y a un utilisateur qui a dit « Ok, je te livrerai les 2 pizzas. » Il a été acheté chez Papa John's Pizza. 2 pizzas en échange des 10 000 Bitcoins. L'opération s'est faite, 2 pizzas contre 10 000 Bitcoins, et la première transaction en Bitcoin a eu lieu. J'espère que le vendeur a gardé ces 10 000 Bitcoins. Le dénommé Laszlo Hanchek est en dépression profonde depuis, parce qu'aujourd'hui, les 10 000 Bitcoins, le prix des 2 pizzas, est égal à 145 millions de dollars. Voilà. Ça fait cher de la pizza. Donc, alors, outre le fait que ça a été la première transaction en Bitcoin, le 22 mai 2010, cette opération est aussi importante parce que c'est elle qui a fixé la première valorisation du Bitcoin. Et à l'époque, donc, ça a fait et représenté donc 0,0025 $. Aujourd'hui, on est monté parfois jusqu'à 60 000 $ le Bitcoin. Là, c'est redescendu. On doit être aux alentours de 30 000, entre 25 000 et 30 000. Donc en 10 ans, le Bitcoin il a augmenté de 26 529 %. Vous pouvez aller voir votre banquier en disant « Vous proposez quel investissement ?» Là, j'en ai un, sur 10 ans, ça a fait 26 529 %. Après, il faut aimer le goût du risque. Alors, aujourd'hui, Bitcoin, 25 000, donc il a fallu le diviser. La subdivision du Bitcoin, c'est le Satoshi. Un Satoshi, c'est 1 100 000e de Bitcoin. Voilà. Parce que on ne peut pas acheter une pizza avec un Bitcoin. Tiens, pour la petite histoire, je vous dis, on a fêté le Pizza Day il y a quelques jours. Et bien, comme c'était le 13e anniversaire, vous avez un utilisateur pour marquer le coup et pour devenir un petit peu célèbre, qui a, avec un Bitcoin, acheté 10 000 pizzas. Bon, s'il avait voulu vraiment faire l'opération, il aurait dû utiliser 2 Bitcoins. Bon. À 25 000 et quelques euros le Bitcoin, il y a quand même des limites. Donc, je l'ai dit. Comme quoi, je vais utiliser un Bitcoin et acheter 10 000 pizzas. Il y a 10 ans, c'était 10 000 Bitcoins pour une pizza. Alors, il est important de noter 2 choses. 1, et c'est la particularité du Bitcoin, Satoshi Nakamoto a fixé une limite à 21 millions de Bitcoin. Il ne pourra pas être créé plus
de 21 millions de bitcoins. Jamais plus. Jamais plus. Alors, je vous l'ai dit, les bitcoins sont créés par l'intermédiaire du minage. Aujourd'hui, 6,25 bitcoins sont minés à peu près toutes les 10 minutes. Vous savez, sur la chaîne Bitcoin, on rajoute des blocs toutes les 10 minutes. En 2022, on avait miné 19 millions de bitcoins. Donc on se rapproche des 21 millions. On n'atteindra pas les 21 millions encore prochainement. Tout simplement parce que plus on se rapproche des 21 millions, plus il est difficile de miner. Et plus le minage demande de ressources informatiques, les équations à répondre, parce que c'est un problème mathématique que les ordinateurs doivent résoudre, ils deviennent de plus en plus complexes. Donc ça se ralentit petit à petit. Un filon fini, des mineurs, l'analogie avec l'or est assez intéressante. Les bitcoins, c'est comme un filon d'or. Vous avez des mineurs, et là, on pioche, et un jour, on aura épuisé le filon. Énorme succès des bitcoins, qui a créé un certain nombre d'envieux et suscité des vocations, et d'autres crypto-monnaies, d'autres blockchains vont être mises en place et se développer concurremment au Bitcoin, et c'est notamment le cas de l'Ethereum. Donc deuxième crypto-monnaie célèbre, deuxième blockchain célèbre, l'Ethereum. L'Ethereum est une blockchain inventée par ce jeune homme. Alors lui, on le connaît, contrairement à Satoshi Nakamoto, je ne sais pas qui se cache derrière, lui, il ne s'est jamais caché. C'est Vitalik Buterin, un jeune Canado-russe. Alors il était russe, mais ses parents ont émigré au Canada. Il a 29 ans aujourd'hui. Lui aussi, milliardaire, bien évidemment, qui s'est intéressé au Bitcoin alors qu'il avait 17 ans, en 2011. Oui, alors quand vous verrez vos petits-enfants sur les ordinateurs, pas la peine de dire, va prendre un livre. C'est peut-être les milliardaires de demain. Soyez indulgents. C'est peut-être les petits Vitalik Buterin de demain. Donc, il s'est intéressé aux crypto-monnaies, au Bitcoin, mais très vite, il a compris qu'il pouvait aller plus loin que Satoshi Nakamoto, et il va créer sa propre plateforme, son propre nœud, sa propre blockchain, Ethereum. Alors, avec une particularité, c'est que cette blockchain n'est pas conçue uniquement pour se transférer de la crypto-monnaie, Bitcoin, mais aussi pour faire des smart contracts. Les contrats intelligents, vous avez tout à l'heure Bob qui vend sa voiture. Sa blockchain lui permet de faire des contrats intelligents, ce que ne permet pas normalement Bitcoin. Cette fonctionnalité permet aux développeurs de construire et de déployer des applications décentralisées sur la blockchain pour opérer des opérations. Alors, envisager Bitcoin et Ethereum, c'est pour ça que je le faisais, est intéressant car cela permet de constater que les crypto-monnaies sont extrêmement diverses. Alors, diverses par rapport à la fonctionnalité. Le Bitcoin vise principalement à être une monnaie, une blockchain permettant l'échange de monnaie de pair à pair, tandis que Ethereum, je viens de vous le dire, est une plateforme qui permet de faire des contrats intelligents. Deuxième différence, la taille de bloc et la vitesse de transaction. Bitcoin, le bloc, il est figé, 1 méga, et avec des transactions qui se font en minutes. Ethereum,
pas de limite du bloc. Et c'est en fraction de seconde. Vous voyez, elle est beaucoup plus rapide. Et je ne vais pas rentrer dans les détails. L'autre différence, c'est le type de procédure de validation. Mais là, c'est les algorithmes de consensus. On va oublier. Troisième, très rapidement, on voit qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Troisième, et on n'en est qu'à un tiers. Troisième forme de crypto-monnaie, les stablecoins. Alors, les stablecoins, dont la plus célèbre, je vous l'ai mis ici, c'est le USD Coin, ont une particularité assez étrange. On le pressent, on l'a dit tout à l'heure, ce qui caractérise les premières crypto-monnaies, Bitcoin et Ether, c'est leur extrême volatilité. On est passé en 10 ans de 0,0025 à 25 000 $. À des périodes, c'est monté à 60. Il suffit que Elon Musk, c'est passé, vienne dire « Ah tiens, j'ai vendu des bitcoins ou des l'Ether et le lendemain, le cours il est divisé par 2. Est-ce qu'il valait 60 qui ne vaut plus que 25 ?» Donc, c'est des montagnes russes. Extrême volatilité. Il faut avoir le cœur bien accroché quand on a des bitcoins et qu'on investit dedans. Pour pallier cet inconvénient et assurer une certaine confiance dans les crypto-monnaies, on a créé les stablecoins, les crypto-monnaies stables. Alors, cette forme de crypto-monnaie stable a été conçue pour maintenir, comme son nom indique, une valeur stable adossée par référence à quelque chose de concret, généralement une monnaie, le dollar, ou le cours de l'or, ou la valeur de titre, on fait ce qu'on veut. Alors, ça c'est assez étrange. Voilà des crypto-monnaies qu'on invente pour s'affranchir des monnaies du réel et des monnaies fiduciaires, etc. Et là, avec le stablecoin, on retrouve un certain intérêt au dollar, à l'euro, etc., puisqu'on va adosser la valeur de ces crypto-monnaies sur le cours de ces monnaies légales. Bon. Mais là aussi, il peut y avoir des fluctuations. Mais ça, c'était pour rassurer les investisseurs. Alors, quel avenir radieux, je n'en sais rien, pour les crypto-monnaies ont-elles un avenir? Sans doute oui. Toutefois, il ne faut pas sous-estimer les défis auxquels sont confrontées ces crypto-monnaies. Et il y a 4 défis principaux auxquels elles vont devoir faire face. 1, on vient d'en parler à l'instant, je ne m'étendrai pas plus avant, c'est la volatilité des prix. Volatilité des prix, la plupart des crypto-monnaies, à part les stablecoins, sont caractérisées par leur volatilité express, avec des fluctuations de variation extrêmement rapides et extrêmement importantes. Bon. Ça complique l'utilisation des crypto-monnaies comme moyen d'échange stable, comme outil de spéculation, très bien, comme outil d'échange monnaie plus difficile. Deuxième défi, c'est la sécurité. Deuxième défi, c'est la sécurité. Alors, la sécurité est un défi majeur pour les crypto-monnaies. Alors, vous allez me dire, ouais, mais vous nous avez dit tout à l'heure que les blockchains étaient extrêmement sûrs. Oui, les blockchains sont sûrs. Même si on a vu l'exemple des thèmes. Bon, elles sont relativement sûres. Mais pour que les bitcoins ou autres Ether, bref, les crypto-monnaies soient échangées, généralement, on a besoin de plateforme d'échange. Et c'est là où le bas blesse. Pour que vous ayez vos bitcoins, il faut les mettre à un même endroit. Alors, on parle de wallet, portefeuille en anglais. Vous allez avoir un portefeuille électronique. Et il faut s'assurer que votre portefeuille soit sûr. Voilà. La transaction est dans le bloc, mais votre portefeuille, lui, est en dehors. Et il peut attirer la convoitise des pirates. Et ces plateformes d'échange
Sont-elles sûres? Non. On a eu des exemples célèbres de crash de belles plateformes. Je n'en citerai qu'une seule parce qu'elle est extrêmement célèbre. Elle est relativement récente, c'était en novembre 2022. C'est le crash de la plateforme FTX, où des milliards de dollars se sont évaporés en quelques minutes. Alors, FTX, c'est quand même assez fascinant. Voilà une plateforme d'échange de crypto-monnaies qui a été mise en place par trois personnages. Ah oui, les acteurs dans le monde de la crypto-monnaie, ils ont tous moins de 30 ans. C'est pas nous, hein. Voilà. Ah. Mise en place par le chef de file, Sam Bankman-Fried, avec ses deux acolytes, des tronches, hein, si vous passez l'expression en matière informatique, Gary Wang et Caroline Hayes. Novembre 2022, faillite de FTX. Et alors là, ça a été la catastrophe. Alors, entre nous, petite parenthèse, vous auriez confié vos économies à un type dont le nom en français veut dire banquier grillé. Attendez, ça s'invente pas. Ça. Sam Bankman-Fried, c'est banquier grillé. Voilà. Vous aurez confié toutes vos économies à ces trois personnages. Donc, Caroline Ellison, on a l'impression qu'elle sort de CM1, à peu près. Alors, fascinante hein, comme personnage, la petite Caroline Ellison, parce que vous la voyez comme ça, petite fille, etc. Bon, très forte en économie et en informatique. Mais il faut, comme quoi, il ne faut jamais se fier à la tête des personnes. Enquête du FBI après la faillite, ils l'ont retrouvé aux Bahamas, où il y avait le siège de FTX, et où on s'est rendu compte que ces trois-là allaient toutes les fins de week-end pour se livrer à des orgies de drogue et de sexe, à côté desquelles celle de Pierre Palmade relèverait plutôt de la réunion de gentils catéchèses. Bon. Ces trois-là, hein. Crash de FTX. Un jour avant le crash de FTX, fortune de Sam Bankman-Fried, 16 milliards de dollars. Lendemain du crash de la plateforme, 0. Sauf qu'il y a un certain nombre de clients qui ont vu leur crypto actif disparaître avec la plateforme. Donc, voilà. Et je ne parlerai pas de MBLog, ça bien avant. C'était un Français qui était... Voilà. La confiance, de trop lettres. Blockchain, oui. Mais l'environnement, c'est plus discutable. Troisième défi, c'est l'impact environnemental. Le minage, je vous l'ai dit, demande des ressources énergétiques extrêmement importantes. Ce sont des fermes de serveurs qui tournent. Ce sont des fermes de serveurs qui tournent, il faut beaucoup donc d'énergie. À l'heure d'aujourd'hui, on essaie de vous faire avoir honte de prendre l'avion ou la voiture. C'est rien par rapport à la consommation de l'Internet et des cryptos. Tiens, parenthèse aussi, les premiers mineurs de Bitcoin, les champions du minage de Bitcoin, dans les premières années, c'était qui? C'était les Chinois. Pourquoi? Parce qu'ils avaient installé des fermes de serveurs et d'ordinateurs à côté de leur centrale électrique. Ils passaient des accords directement avec les directeurs des centrales électriques, ils se branchaient
Donc ils avaient beaucoup d'électricité pour pas cher, et ils faisaient tourner à plein régime. Maintenant, c'est interdit de miner des crypto-monnaies en Chine. Aujourd'hui, c'est plutôt la Suisse et la Norvège qui sont en pointe. Bon, mais là, il faudra peut-être qu'on se pose aussi la question, pour les crypto-monnaies, mais de façon plus générale, pour cette révolution numérique, parce que c'est pas neutre en termes d'empreinte carbone. Bon. Et enfin, un dernier impact, c'est l'adhésion de la population et des professionnels. Est-ce que tout le monde est prêt à franchir le pas? Pas sûr. Ce qui nous conduit d'ailleurs à notre deuxième partie. Très simplement, les cryptoactifs sont-elles des monnaies? Bon. Alors, se poser la question de savoir si les cryptoactifs sont assimilables à de la monnaie revient à se poser la question de savoir si les paiements en cryptoactifs sont juridiquement possibles ou non. Alors, comme l'a fait remarquer, on avait un colloque sur le paiement récemment en ces lieux. Un de mes collègues, Nicolas Kilgus, ancien professeur ici, qui est maintenant à Strasbourg, s'était interrogé et il avait commencé par dire, a priori, la réponse à cette question peut sembler évidente. La réponse, ça serait oui. Oui. Pour preuve, c'est qu'aujourd'hui, on a une multitude d'exemples de ce qui s'apparentait à des paiements en crypto-monnaie. Premier exemple, le Salvador. Le Salvador a fait de la Bitcoin sa monnaie officielle, sous réserve de problèmes techniques. Je vous le dis tout de suite, ça ne marche pas. Donc le sous réserve de problèmes techniques, ça devient la... Mais officiellement, il faut dire, le Bitcoin est ma monnaie. On a d'autres exemples. Je vous en ai mis ici, par exemple, normalement, magie informatique, si tout va bien, l'État du Colorado aux États-Unis vous permet ici, de payer vos impôts en crypto-monnaie. Très simple. Voilà, hop, vous suivez. Plus proche de nous, l'UNICEF. Je ne sais pas s'il y a des donateurs habituels de l'UNICEF ici. Je vais sur le site de l'UNICEF. Français, hein? Faire un don. Alors, généralement, on envoie un chèque ou on remplit sur la plateforme le formulaire pour faire un don par carte bancaire. Et maintenant, que nous dit l'UNICEF? Faire un don en crypto-monnaie. Très intéressant. On déroule. Donc, il nous dit, faites un don en crypto-monnaie, faites un don. On clique ici. Et là, vous mettez votre nom, votre prénom, votre email, et vous cochez la crypto-monnaie que vous avez dans votre portefeuille de crypto-monnaie, montant de votre don, un bitcoin. Je fais un don. Ça, c'est pour ceux qui ont des bitcoins. Vous allez dire, j'ai pas de bitcoin. On va dire, pas de problème, regardez en dessous. Je mine. Et je vais miner pour l'UNICEF. C'est-à-dire que je vais mettre mon ordinateur à la disposition du réseau, je vais miner un bloc, je vais recevoir normalement ma rémunération, sauf que je vais dire que ma rémunération, vous ne la versez pas à moi, vous la versez à l'UNICEF. Donc ce soir, faites un beau geste, et je vous propose, vous choisissez, vous pouvez miner du Dash, miner de l'Ethereum ou miner du Bitcoin. Vous allez scotcher vos petits-enfants. Tu fais papy, mamie. Laisse-moi, je mine du Bitcoin. Je mine du Bitcoin pour l'UNICEF. Alors là, respect. Bon. Et dernier exemple d'utilisation. Alors, Expedia, vous pouvez payer votre voyage avec du Bitcoin. Aujourd'hui, il y a certains magasins, McDonald's,
en Suisse, on fait, où vous pouvez payer votre hamburger avec, non, pas un bitcoin, parce que c'est pas donc en Satoshi. Bon, voilà. Et un autre secteur où le bitcoin est en pointe, c'est le troisième. Alors, non, je ne cliquerai pas dessus. C'est le paiement sur les sites pornographiques. Alors pourquoi? Non, j'allais dire, vous le savez sans doute, mais non. Suite au scandale, pédophilie, etc., Visa et Mastercard ont déconnecté leur système des sites. On ne peut plus acheter un accès ou un accès premium, etc., sur les principaux sites pornographiques en utilisant sa carte bleue, Visa ou Mastercard. Bon. Donc le seul moyen de payer, le bitcoin. Alors, petite parenthèse, ça peut faire sourire. Pourquoi je vous en parle? Parce que là, ça va se faire sans doute malheureusement un boost. Quel a été le plus gros bailleur de fonds pour le développement de l'Internet? Ce n'est pas les gouvernements, ce n'est pas les universités, c'est l'industrie pornographique américaine. Ceux qui ont le plus investi dans le développement de l'Internet, c'est l'industrie pornographique. L'apport de l'industrie pornographique au développement d'Internet et donc à l'arrivée de cette ère numérique, cette révolution numérique digitale, c'est eux. Bon. Donc, vous allez me dire, ah bah oui, il y a des exemples, il y a des multitudes d'exemples d'utilisation pour du paiement de la crypto-monnaie. Oui, on peut utiliser, mais en utilisant ces cryptoactifs, réalise-t-on juridiquement et réellement un paiement? La crypto-monnaie est-elle véritablement une monnaie? Elle est là, la question. Alors, pour répondre à cette question, très rapidement, un bref rappel sur la notion de monnaie. Alors, la monnaie occupe pour le juriste une place à part. Elle remplit, d'un point de vue juridique, deux finalités particulières. D'une part, elle constitue un instrument d'évaluation. Combien ça vaut? Ça vaut 10 €, ça vaut 500 €. Et d'autre part, elle constitue la contrepartie habituelle de toute opération juridique. Et là, c'est un instrument de paiement. Je te vends ça 10 €. Bien. Alors, sans revenir sur les turbulences historiques de la monnaie, il faut rappeler deux étapes fondamentales qui vont être importantes pour qu'on puisse répondre à notre question. D'une part, une étape importante, c'est l'avènement du cours légal. Loi du 12 août 1870. Alors pourquoi c'est une date importante? Parce que ça veut dire que, à partir de cette loi, on a la notion de cours légal. Le cours légal signifiait initialement que les billets devaient être acceptés comme monnaie de paiement. Aujourd'hui, l'impact de la règle, il existe toujours. Il est le suivant. Cette règle, cours légal, signifie qu'un créancier ne peut pas refuser un paiement en monnaie ayant cours légal. Vous avez une monnaie ayant cours légal, votre créancier ne peut pas refuser. Un exemple. Un commerçant peut-il vous dire, j'ai entendu dire qu'il y avait des faux billets de 5 ans qui circulaient, je refuse votre paiement d'un article qui vaut 49 € avec un billet de 50 €. Je l'avais affiché, hein, la maison n'accepte pas les billets de 50 €. Possible? Non. Le billet de 50 €, le billet de 100 €, le billet de 500 € ont cours légal. Et cette notion de cours légal, on la retrouve aujourd'hui, je vous l'ai mis, à l'article R642-3 du Code pénal. Le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal
en France, selon la valeur pour laquelle ils font cours, est puni de l'amende prévue pour la contrefaçon de deuxième classe. Alors, attention, ne vous amusez pas, ah tiens, vous avez que ça, allez dans un magasin en disant, voilà, un billet de 500 € pour ce paquet de cigarettes. Là, est-ce que le commerçant peut refuser? Alors vous allez dire, non, vous ne pouvez pas refuser le billet de 500 € à cours légal. Oui, il peut refuser, parce que la règle de R642-3 est à combiner avec la règle de l'article L112-5 du Code monétaire et financier. En cas de paiement en billets et pièces, il appartient au débiteur de faire la croix. Le commerçant, quand vous allez acheter un paquet de cigarettes avec un billet de 500 €, peut très bien dire, bon, j'ai pas le fond de caisse pour vous rendre 490 €. Donc vous faites la pointe, je refuse votre billet de 500. J'ai pas suffisamment pour vous rendre la monnaie. Là, il a le droit de vous refuser le billet de 500. Et plus on descend, plus l'impossibilité du commerçant de vous rendre la monnaie devient difficile à justifier, et plus il se rapproche de R642-3. Deuxième étape, c'est l'établissement en 1936 du cours forcé. Le cours forcé signifie que les paiements ne peuvent être faits en France qu'en monnaie nationale. Quand franc hier, euro aujourd'hui. C'est l'article 1343-3 du Code civil qui le rappelle, le paiement en France d'une obligation de somme d'argent s'effectue en euros. Et vous voyez tout de suite la problématique. Puis-je payer avec des crypto-monnaies? A priori, non. Alors attention, cette règle de l'article 1343-3 ne veut pas dire pour autant qu'on ne pourra jamais payer en France avec quelque chose d'autre que les euros. Il y a 3 exceptions. D'une part, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie, éventuellement de la crypto-monnaie, si l'obligation procède d'une opération à caractère international ou d'un jugement étranger. Donc si j'ai une opération transfrontalière, je ne suis pas obligé de payer avec des euros, je peux éventuellement payer avec une autre monnaie nationale, voire de la crypto. Deuxième exception, les parties peuvent convenir, pour se mettre d'accord, peuvent convenir que le paiement aura lieu en devise ou en crypto s'il intervient entre professionnels. Lorsque l'usage d'une monnaie étrangère, est-ce que le crypto c'est une monnaie étrangère? Ce sera une autre question, est communément admis pour l'opération concernée. Et enfin, il ne faut pas oublier que l'on peut toujours effectuer un paiement avec autre chose que de la monnaie ou des devises, et je pense notamment à la notion de dation en paiement. Dation en paiement, c'est que quand je donne un objet en paiement de ce que je dois, notamment pour payer les frais de succession, on va donner à l'État un beau tableau, monnaie, Rembrandt, etc., et ça vaut paiement des frais. Bon. Mais ça, il faut que les deux parties soient d'accord. Bon. Alors, crypto-actif ou crypto-monnaie, vous me donnez encore 5 minutes? Vous bougez encore? Bon. Alors, crypto-actif ou crypto-monnaie. Bon. Il est souvent dit que les cryptoactifs, compte tenu de ce que nous venons de dire à l'instant, ne seraient rien d'autre qu'une monnaie transnationale, voire anationale, au-delà des États, et décentralisée. Bref, une monnaie totalement virtuelle. Bon. Pourtant, au sein de la doctrine bancaire française, il existe un consensus, pour l'instant assez large, pour refuser au Bitcoin la qualification de monnaie, voire de devise.
et ce pour 3 arguments généralement avancés. Premier argument très technique, je vais gagner du temps, je vais aller très vite. On vient vous dire, la monnaie est par essence fongible. Quand je vous donne un billet, alors, on pourrait remonter avec les numéros de billets, mais quand je vous donne un billet, c'est un billet comme un autre, c'est totalement fongible. Les crypto-monnaies, elles sont totalement traçables, rattachées à la blockchain. On retrouvera toujours l'histoire d'un bitcoin. Quand il a été miné et par où il est passé. Très facile de tracer. Donc ça serait antinomique avec la notion de monnaie. Deuxième raison plus dirimante, qui conduit à refuser la qualification de monnaie, tient à l'affirmation par le Code monétaire et financier, article L111-1, que la monnaie de la France, c'est l'euro. Et non le bitcoin ou toute autre crypto-monnaie. Et troisième argument, et dernier argument, plus fondamental, on vient de dire que la monnaie serait par essence une émanation de l'autorité publique à travers les banques centrales. Banques centrales qui se sont vues octroyer une délégation de souveraineté. Battre monnaie, c'est la souveraineté du prince. C'est la souveraineté de l'État. Seul l'État peut battre monnaie. Aujourd'hui, au niveau de l'UE, cette souveraineté a été déléguée à la Banque centrale européenne qui bat. Mais c'est attaché à l'autorité publique. Et c'est ce caractère qui serait seul à même à lui insuffler un véritable pouvoir libératoire, obligatoire, corollaire du cours légal dont je parlais tout à l'heure. Et les crypto-monnaies en sont totalement dépourvues. CQFD, elles ne pourraient pas être des monnaies. Alors ça, c'est la doctrine majoritaire. Vous avez une doctrine minoritaire beaucoup plus pragmatique. La position de la doctrine majoritaire est très théorique, vu la valeur des arguments. De l'autre côté, vous avez une fraction de la doctrine beaucoup plus réaliste qui vient dire non, c'est de la monnaie. Pourquoi? Parce que les crypto-monnaies jouent le rôle de monnaie. Voilà. Leur finalité est la même. Elles jouent le rôle, donc elles sont assimilables à de la monnaie. De par leur finalité, les crypto-monnaies seraient bien de la monnaie. C'est une approche économique, une approche réaliste, en opposition, je viens de le dire, à l'approche théorique majoritaire. Cette approche pragmatique, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais juste citer un ou deux exemples. Aujourd'hui, elle a reçu quelques échos en jurisprudence. Vous avez quelques cours, alors pas en France, mais la CJUE, la Cour de justice de l'Union européenne, plus quelques cours américaines qui ont tendance à assimiler les crypto-monnaies à de la monnaie pour leur appliquer certains régimes juridiques applicables aux monnaies, notamment d'encadrement et de régulation, et qui se fondent sur cette approche et cette analyse de la finalité. Ça ressemble à de la monnaie, ça a le même rôle, ça sert à payer, donc c'est de la monnaie. Donc, voilà. La question est discutée et aujourd'hui, quand même, encore au niveau, je l'ai dit, de la doctrine, la tendance c'est de dire ce n'est pas de la monnaie. Pratiquement dernier point, est-ce qu'on peut, que ce soit de la monnaie ou pas, ça c'est un débat théorique, mais très concrètement, est-ce qu'aujourd'hui, je peux payer en France avec de la crypto? Bon. Elle n'a pas corps légal. On est bien d'accord. Donc, premier point, vous ne pourrez jamais, en France, forcer votre créancier à accepter un bitcoin s'il n'en veut pas. Ça, c'est réglé. Pour utiliser la crypto-monnaie en paiement en France, il faut que les
deux parties soient d'accord. Mais est-ce que cet accord de volonté suffit? Parce que les deux sont d'accord, pas sûr. Pas sûr. Même si le créancier et le débiteur sont d'accord, l'usage des crypto-monnaies ne doit pas permettre de contourner les règles d'ordre public encadrant la réalisation des paiements. Je prends juste un exemple, vous le savez, au-dessus d'un certain montant, il est désormais interdit de payer en espèces. Un bitcoin égale 25 000 et quelques. Je vais chez le notaire et je dis tiens, j'achète cet appartement 4 bitcoins. 100 000. Non, je suis d'accord. Mon vendeur est d'accord. On va faire la transaction hors la comptabilité du notaire. Le bitcoin ne va pas passer par sa comptabilité. On se met d'accord. Il fait l'acte. Ah non. Non, parce que vraiment, par analogie, la règle, elle vaut pour toutes les formes de monnaie fiduciaire, mais aussi pour les cryptos, surtout pour les cryptos. De même, certains n'hésitent pas à affirmer qu'un paiement en bitcoin ne serait pas valable en France, tout simplement parce que 1343-3, un paiement en France n'est valable que s'il est opéré en euros. Et là, on a la jurisprudence, on a l'accord d'appel, parce que le raisonnement était le même pour les monnaies étrangères. Est-ce que je peux payer en France avec des dollars? Aucun élément d'extradité, c'est une opération franco-française. Je vends ma voiture à mon voisin. Et parce que je veux faire l'intéressant, je dis, je te la vends 1000 $. Verse-moi, va chercher à ta banque, verse-moi 1000 $. Ou donne-moi 1000 $. C'est interdit. Juridiquement, l'opération n'est pas valable. Et on a des exemples, des décisions qui ont annulé des transactions parce qu'elles avaient été opérées en monnaie étrangère alors qu'il n'y avait pas de caractère international. En France, un paiement doit s'opérer en euros. Sinon, l'opération n'est pas valable, même si les deux sont, au moment de l'opération, d'accord. Après, si après l'opération, il reste d'accord, pas vu, pas pris. Et s'il y en a je remets en cause l'opération, là, il est pratiquement sûr de gagner. Parce qu'on m'a payé en bitcoin alors qu'on aurait dû me payer en euros. Bon. L'enjeu de la régulation, on s'en moque. Alors, si je finirai juste par ça, parce que ça aussi c'est assez fascinant. Les cryptoactifs ont été, souvenez-vous, 31 octobre 2008, ont été portés sur les fonds baptismaux grâce à la crise bancaire. Il s'agissait de s'affranchir du système bancaire, des banques centrales, etc., etc. Les crypto-monnaies sont apparues pour concurrencer et remplacer. Mais le système n'a pas dit son dernier mot. Le système contre-attaque. Alors, par le biais de la régulation, c'est la partie que j'ai squeezée, très technique, pas intéressant. Et deuxième, et c'est là où je voulais en venir, deuxième axe de la contre-attaque des banques centrales. Les crypto-actifs. Les banques centrales se disent les crypto-monnaies vont prendre notre place, et bien on va combattre avec les mêmes armes. Et on va mettre en place, nous aussi, des crypto-monnaies que l'on va contrôler. Et là, c'est la notion de CBDC, Central Bank Digital Currencies, de la monnaie, la crypto-monnaie, la monnaie virtuelle émise par les banques centrales. La Chine a déjà mis en place le yuan numérique et la Banque centrale de Suède et la BCE, la Banque centrale européenne, sont en train de réfléchir à la mise en place d'un euro
numérique. Donc la Banque centrale européenne, bientôt, va diffuser des euros classiques et des crypto-euros, des euros numériques. Vous pourrez avoir à l'avenir deux comptes, un compte en euros classiques et un compte en crypto-monnaie, en euros numériques. Alors vous allez me dire, je vais finir pratiquement là-dessus, quel est l'intérêt? Pourquoi j'aurai des cryptos actifs, des cryptos euros, des euros numériques? À quoi ça me sert? Alors, à vous, je ne sais pas. Alors, si on dit toujours, oui, ça sera beaucoup plus facile pour les transactions internationales. Hein, ça évitera les frais, etc. Bon, c'est pas tous les jours qu'on envoie de la monnaie ou qu'on a des transactions transfrontalières. Bon. Non, je pense que l'intérêt, alors, pour les banques centrales, c'est de se prémunir, hein, de concurrencer, on va bien. Bon. Il y a un autre intérêt. Il y a un autre intérêt. C'est que les crypto-monnaies, notamment les euros numériques, ils sont, et là ça va être la cerise sur le gâteau, programmables. Ils sont programmables. C'est-à-dire qu'on peut les programmer pour des usages particuliers. On peut très bien imaginer, dans un sens favorable pour vous, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure de l'agence de voyage, je vais payer mon voyage en crypto-monnaie, avec des crypto-euros, que j'aurai programmé de telle sorte que si mon voyage est annulé, le crypto me revient automatiquement. Je le programme. Pas besoin de saisir un juge, pas besoin de la faire augmenter. Programmé. De même, on peut très bien imaginer que les pouvoirs publics, lorsqu'elles versent des allocations, je prends l'exemple par exemple de l'allocation de rentrée scolaire, programme, elle la verse en crypto-euros et programme le crypto-euro pour qu'il soit utilisé uniquement pour s'acheter les vêtements pour les enfants ou fournitures scolaires et non pas un voyage ou autre. Je programme. Merveilleux. Sauf que, revers de la médaille, et pourquoi nos amis chinois ils sont très en pointe sur le yuan numérique? C'est que la monnaie numérique permet quoi aussi? De contrôler ce que vous faites de votre argent. Et même en Chine, ils le programment. Vous savez, en Chine, il y a le social score. Vous avez un nombre de points. Si vous êtes un bon citoyen et un mauvais citoyen. Si vous êtes un mauvais citoyen, il y a plein de choses qui vous sont interdites. Voilà, ils programment. Mauvais citoyen, les yuan numériques, on ne pourra pas les utiliser pour faire grand-chose. On les contrôle comme ça. Alors, vous voyez, là, la Banque centrale européenne, elle réfléchit, mais elle est sur un terrain extrêmement sensible. Et là, on est dans une période extrêmement délicate. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a le sentiment que c'est l'avenir. Il ne faut pas passer, sinon on rate le tournant. Donc il faut en mettre, il faut monter dans le train. Mais le train, on ne sait pas où il va. Voilà. Et devant le train, il y a un certain nombre d'obstacles. Protection de la vie privée. Voilà. Problème de sécurité. Est-ce que vous avez envie que les pouvoirs publics retracent tout ce que vous faites de votre argent? Là, ça sera très facile. On saura tout ce que vous avez fait avec vos euros numériques. Et là aussi, c'est très bizarre parce que les crypto-monnaies, c'est l'argent préféré, enfin, c'est les formes d'investissement préférées des trafiquants pour blanchir. Et d'un autre côté, on dit ah oui, c'est la transparence. Voilà, on ne sait pas trop comment.
sur quel pied danser avec ces crypto-monnaies. Donc, voilà, en termes de conclusion, ben, j'en sais rien. Révolution ou enjeu, j'en sais rien. Hein. Et c'est surtout pas moi qui vais vous donner une réponse. Moi qui, dans les années 90, premier contact avec Internet et les courriels, a dit oh, ouais, encore un gadget. Tout faux. Donc, je ne m'aventurerai pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je pense que ça va se développer, mais que j'ai, à titre personnel, une très grande méfiance vis-à-vis de ces crypto-monnaies. Alors, si vous voulez spéculer, c'est mieux que jouer en bourse, ça peut rapporter plus, à vous de voir. C'est très simple, hein, vous pouvez acheter des bitcoins sur votre téléphone, vous avez des applis, sur le marché, vous allez sur une plateforme, vous achetez des bitcoins, vous n'avez pas besoin de miner, hein, vous achetez des bitcoins à quelqu'un qui vous les vend contre des dollars ou des euros, hein, bien sûr. Vous les achetez comme vous achèterez de l'or ou autre, puis après vous voyez si ça monte, si c'est descend, et puis vous vendez. Bon. Un objet de spéculation. Objet de paiement beaucoup plus réticent, parce que bah, c'est peut-être mon côté auvergnat. Moi, je ne crois qu'en ce que je vois. Saint Thomas n'avait peut-être pas tort. Et puis, je suis comme mon héros préféré, moi je n'ai confiance que dans les monnaies sonnantes et trébuchantes. Merci. C'est la blockchain. Elle génère, la blockchain génère. Ça génère et les bitcoins vont être versés sur ton portefeuille électronique. Les bitcoins sont créés. C'est de la création. Hein. Voilà. On dit tiens, on fait apparaître 6,25 bitcoins pour un minage de blocs et ils apparaissent sur le portefeuille électronique. Pardon ? Alors, justement, dans le cadre de la discussion, alors je ne suis pas venu sur la régulation, TRACFIN est en effet à la manœuvre. Parce que, comme je l'ai dit, même si on dit on peut retracer toutes les transactions en Bitcoin, il est bien certain que les trafiquants divers et variés ont bien compris l'intérêt de la crypto-monnaie. Dans crypto-monnaie, crypto, ça leur plaît beaucoup. Bon, il suffit juste qu'ils investissent, qu'ils achètent de la crypto, ils blanchissent et c'est bon. Hein. D'ailleurs, pour la petite histoire, si vous allez voir les sites pour savoir qui se cache derrière Satoshi Nakamoto, il y a un des suspects, entre guillemets, un certain Leroux, sud-africain, qui est un criminel et trafiquant. Et c'est peut-être lui qui est, parce qu'il était très investi, qui est derrière. Bon, ça, j'y crois pas. Parce que quand on lit le livre blanc, il y a quand même non, il est au-dessus. La volonté de Satoshi Nakamoto, moi je pense plutôt que c'est un groupe. C'est un groupe de développeurs. Et ils avaient un plan beaucoup plus, j'allais dire, important, beaucoup plus grand que le simple fait de créer de la monnaie pour pouvoir trafiquer tranquillement et anonymement. Oui. Bonjour monsieur, merci de votre conférence. J'ai deux petites questions courtes à vous poser, monsieur. En dehors de la crypto-monnaie dont vous avez parlé, qui est adossée éventuellement au dollar, à quoi les autres crypto-monnaies sont-elles adossées? Et enfin, qu'est-ce qui fait la volatilité d'une crypto-monnaie? C'est l'offre et la demande? Oui. Alors, très rapidement, hormis les stablecoins dont je vous ai parlé, toutes les autres crypto-monnaies ne sont adossées à rien. Voilà, ça c'est clair. Seuls
les stablecoins sont, en fonction de leur créateur, adossés à quelque chose de réel, souvent des devises. Donc l'USD, on l'a vu, coin est adossé au dollar. On avait une note qui est adossée à l'euro, une note sur l'or. Voilà. Donc ça c'est marginal. J'allais dire, les stablecoins sont assez marginaux. Quant à votre question, qu'est-ce qui fait la volatilité des crypto-monnaies? C'est l'offre et la demande. Je vous l'ai dit, un jour, c'est l'exemple que j'ai en tête, j'en ai parlé tout à l'heure, Elon Musk dit on ne pourra plus payer les Tesla en Bitcoin. Il fait cette déclaration sur Twitter. Le lendemain, cours du Bitcoin divisé par 2. Parce que les gens se disent oh, ça veut dire que Elon Musk n'a plus confiance dans le Bitcoin, il refuse qu'on paye la Tesla en Bitcoin, il y a anguille sous roche, hop, on revend sur les plateformes, et on revend contre quoi? De la monnaie. Voilà. Donc, c'est pour ça que, pour moi, aujourd'hui, à l'heure actuelle, les crypto-monnaies, ce sont principalement des instruments de spéculation. Voilà. On mine pour en avoir, et après, on attend, et puis quand les cours ont bien monté, ben, on vend. Mais pas contre d'autres crypto-monnaies, on ramasse la mise en dollars ou en euros, parce que quelque part, il n'y a que ça qui compte. Il n'y a que ça qui compte. À l'heure actuelle, quand les paiements auront été autorisés et que peut-être les crypto-monnaies, notamment l'euro numérique, aura cours légal, etc., ça changera. J'allais dire, c'est pas demain la veille. J'en sais rien. Il y a 6 mois, on ne connaissait pas ChatGPT. Ça va à une vitesse. J'avais une question locale. Il y a quelques années, on a beaucoup parlé de la Doom. Je crois que c'était la Doom, c'était une crypto-monnaie. Ah, mais c'est les monnaies locales. On en parle plus, oh, si. Ça s'est même multiplié. Je me demande même si aujourd'hui la règle est devenue exceptionnelle, c'est-à-dire on a une multitude de petites monnaies locales. Alors ça c'est, j'allais dire, c'est accessoire, parce que on s'amuse à payer avec de la Doom, mais après, le Doom, vous les transformez en... Non. Oui, mais un commerçant, s'il accepte les Doom, oui. justement, c'est bien, c'est légal. Parce que... Alors que... Non. Eh bien, Non, oui, non. quand même... Ah, il l'accepte parce qu'il le veut. Il accepte parce qu'il le veut bien. Oui. Mais si jamais il accepte, imaginez que par la suite le vendeur, l'acheteur, pardon, vienne dire, ou le vendeur, il y a un problème avec la transaction. Comme je l'ai dit, on pourra remettre cette transaction sur le plan juridique en cause, parce que la Doom n'est pas une monnaie libératoire. Le paiement n'est pas intervenu valablement. Oui, mais vous disiez qu'on ne peut pas faire de transactions, enfin en France par exemple, autre qu'en euros. Or, il y a des commerçants qui disent j'accepte les Doom. Oui, mais comme je dis, moi je peux très bien dire à monsieur, votre appareil, je vous donne 50 000 de billets de Monopoly contre votre appareil. Il peut me dire OK. Bon, s'il est d'accord, si je suis d'accord, je repartirai avec l'appareil. On est bons amis, on a fait notre deal. D'accord? Mais juridiquement, cette transaction n'est pas valable. C'est pas parce que c'est pas valable qu'on ne peut pas la faire. Donc c'est en ça que les monnaies locales sont folkloriques. Voilà. Je prends la question parce qu'elle est anonyme, mais je déconseille quand même aux personnes qui sont là d'aller payer au Monopoly parce que j'ai un de mes fils qui m'a jamais fait. Et je vous confirme que ça n'a pas d'excès. Sur un malentendu, ça ne peut pas passer. Merci, M. Riffard, pour vos explications. Pour moi qui me souviens du code. Mais le problème qui s'introduit, qui est-ce qu'il faut qu'il voit? Il y a des courtiers, il y a des gens spécialisés qui
Alors, il y a en effet des courtiers. Alors, généralement, on le fait à partir de plateformes. Hein. Vous allez sur un site qui vous permet d'acheter alors, il faut rentrer vos coordonnées bancaires parce qu'ils vont débiter votre compte, hein, bien sûr. En euros, pour acheter vos bitcoins, et vous créez un portefeuille, un wallet, portefeuille numérique pour mettre ce que vous allez acheter vos bitcoins dedans. Où vous avez en effet des professionnels qui, moyennant rémunération, peuvent dire vous m'amenez de l'argent et je vous l'investis en bitcoin. Faut-il être sûr de ces sociétés? On en revient à ce que je vous disais, c'est les plateformes. Hein. FTX, tout le monde avait confiance, c'était la plus solide. Ça s'est effondré en quelques jours. Il faut avoir pour l'instant l'amour du risque. Mais c'est de la spéculation. Un banquier n'acceptera pas que vous lui demandiez d'investir. Ouais. Même avec l'obligation de mise en garde, etc., vous dissuadera de ça. Pour l'instant, on ne propose pas de produits d'investissement, même ultra spéculatifs, sur les crypto-monnaies. Merci, cher professeur.